Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour des recommandations d'horreur pour le printemps. Je sais que vous aimez bien ce type de vidéo et en même temps ça m'amuse beaucoup de chercher un peu partout dans mes bibliothèques, sur mes applis et de vous proposer des titres que je considère parfaits pour cette période de l'année. Je vous ai concocté 5 titres. Vous allez me dire des nouvelles. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier titre que je vous présentais, c'est Dumake de Stephen King. Je l'ai ici dans ma bibliothèque. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu la flemme de le sortir. De là, du coup, la photo va s'afficher ici ou de ce côté-là. On est ici avec un protagoniste qui est brisé au sens propre et au sens figuré du terme. Du monsieur qui est le protagoniste de notre histoire, je me rappelle jamais le nom des personnages, c'est pas grave. Lui, il était chef dans une boîte de construction. Malheureusement, il y a eu un accident grave lors de ses heures de travail et du coup, il est devenu infirme. Son bras droit a disparu et par-dessus le marché, il y a des lésions cérébrales. À cause de ces traumatismes, vous imaginez bien, sa vie a basculé et il n'est pas dans le bon sens. Parce qu'il commence à avoir des accès de colère à cause de son traumatisme crânien. Et du coup, sa femme, elle en peut plus et le quitte. Et le pauvre, il se retrouve toute seule dans une situation désespérée. Il en peut plus de sa vie, vraiment, il est infirme. Il est seul au monde, on pourra dire, et il a des pensées suicidaires. Mais, parce que quand même il y a un mais, il suit un traitement psychologique et son thérapeute lui recommande de se ressourcer, de se connecter avec une ancienne passion qui est la peinture. Du coup, notre protagoniste, notre gars, il s'est dit bon, c'est ma seule chance de survie. Je vais aller quelque part, je vais essayer de peindre, je vais essayer de refaire un peu ma vie et on verra ce que ça va entamer. Du coup, notre gars, il part sur une île quasiment déserte qui s'appelle Dumake. Là-bas, il rencontre certains personnages dont il se lie d'amitié et il commence la peinture. Sauf que des événements étranges commencent à faire surface quand il est dans un état seconde, lors de son travail de peinture. Les choses deviennent de plus en plus bizarres. Et je vais pas vous dire plus, parce que sinon, vous n'allez pas savourer à 100% cette œuvre magnifique de Stephen King qui est malheureusement assez méconnue. Je pense que c'est à cause de ses 700 pages, 800 pages environ, mais ça a un attrait particulier au surnaturel. Il y a des événements surnaturels qui vont se passer sur cette île, des événements étranges, il y a une ambiance poisseuse, une ambiance un peu à la Lovecraft, il y a des choses qui se passent à côté de la mer, des ondes, disons, un peu négatives qui commencent à l'envelopper et c'est dur. Vraiment, c'est un Stephen King très immersif, c'est un Stephen King atmosphérique parce qu'au tout début, il y a pas grand chose qui se passe, entre guillemets, parce que quand même il y a des choses. Notre Stevie, il met en place tout le contexte familial, social de notre personnage et au fur et à mesure, on va voir comment il va grandir, comment il va développer sa passion, mais aussi comment sa passion va se retourner contre lui. J'ai adoré, c'est un des King méconnus, mais qui m'a fait une impression très très forte à sa lecture il y a des années et des années de cela. Je pense que ça fait une dizaine d'années que je l'ai lu et j'ai toujours une image dans ma tête dont je peux pas vous faire part parce que sinon je risque de vous spoiler, mais ça a resté après des années et disons jusqu'à la contemplation de l'eau pourra faire des effets étranges. En tout cas, je vous recommande ce roman de Stephen King. Accrochez-vous, c'est une aventure magnifique, pleine de tristesse, des mélancolies avec des personnages comme seulement Stephen King sait créer. Je vous le recommande chaudement. Et on va passer maintenant au deuxième titre, Soif de sang de Robert McCammon. Peut-être c'est pas son titre le plus connu, mais je trouve que c'est un titre très très chouette et en plus ça parle des vampires. Vous connaissez déjà ma passion pour le vampire. Voilà. On est ici à Los Angeles et les choses vont déraper petit à petit parce qu'il y a des disparitions mystérieuses qui se propagent partout
dans cette ville, mais pourtant les habitants ne sont pas au courant, étant donné que c'est une grosse ville où les humains ne sont pas en contact les uns avec les autres. Ils se rendent pas forcément compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans leur ville. Et quand le déclic va se réaliser, peut-être que ce serait trop tard. Dans cette histoire, on suit plusieurs protagonistes, plusieurs points de vue, et tout va se reconstituer à un moment donné afin de lutter contre les forces du mal. On a des protagonistes désabusés, on a des personnages qui ont pas mal souffert lors de leur enfance, parce que le roman débute dans une autre contrée. On est dans l'Europe de l'Est avec un petit garçon qui a vu toute sa vie être chamboulée du jour au lendemain. Son père, il est parti, mais l'être qui est retourné à la maison, c'était pas vraiment son père. C'était un être maléfique de la nuit. Et du coup, le petit garçon a dû fuir sa contrée natale. Il a dû se réfugier en Amérique avec sa maman. Des années et des années ont passé et maintenant il se retrouve dans le même piège. Il se retrouve dans le même calvaire et il commence à reconnaître les signes. Il s'est dit que peut-être finalement sa mère avait raison à se préparer pour ce deuxième avènement du vampire et les choses vont dégénérer petit à petit. J'ai beaucoup aimé les références que l'auteur nous a pondues au fur et à mesure du récit. J'ai également beaucoup aimé la description du vampire parce qu'on est ici avec des êtres un peu atypique. J'avais l'impression que c'est pas vraiment la description classique du vampire qu'on connaît dans Dracula ou dans d'autres récits des vampires. Il y a ces êtres qui sont blanchâtres, très froids, avec des particularités physiques un peu, qui se cachent sous des couvertures et dont le destin a été scellé à la rencontre du premier vampire. Il y a une lutte entre le bien et le mal qui s'enclenche. Ça m'a fait penser aussi à Swan Song du même auteur parce qu'on a quelques ficelles qu'on retrouve un peu dans Swan Song. On a cette conception de personnage qui est propre à McCammon. On suit chaque personnage, chaque individu, on voit un peu son histoire propre, même si, petite parenthèse, parfois c'est pas trop utile parce qu'on voit un personnage, on s'attache ou on commence à s'attacher à lui et après on se dit bah au final il aurait pu faire un peu de la razzia de personnages afin de se concentrer sur le 3-4 principaux comme il a fait dans Swan Song et je trouve que Swan Song est plus abouti de ce point de vue. Mais Soif de sang reste quand même un très bon divertissement, un très bon roman de vampire que je vous recommande absolument si vous êtes fan de la plume de McCammon. Et même si vous ne connaissez pas cet auteur, n'hésitez pas à tester ce roman de vampire qui est très chouette. On va passer maintenant à un autre titre que j'affectionne particulièrement, c'est La Tour de Sélénite d'Arnaud Codeville. C'est un auteur français qui réalise ses ouvrages en auto-édition et j'ai eu le coup de foudre pour son roman. Franchement, je l'ai dévoré en une seule journée. Une seule journée. C'est assez rare. Ça m'arrive de temps en temps avec des œuvres que j'adore, que j'aime particulièrement et La Tour de Sélénite, ça en fait partie. C'est un ouvrage qui touche au surnaturel et comme j'ai adoré. Franchement, comme j'ai adoré ce récit, il est très bien conçu. On est en compagnie de notre protagoniste, Adèle, qui vit une mauvaise passe. Comme notre cher monsieur dans Doumaké, lui, pareil, il est divorcé, mais en plus de ça, il a une horde d'avocats à sa porte. Il essaye de voir ses filles, ses deux petites filles, mais sa femme l'en empêche et il en peut plus. Il en peut plus de cette situation, il sait pas quoi faire de sa vie, il est au bout. Et à un moment donné, après avoir accepté un poste de prof, parce qu'à la base, il faut savoir que notre monsieur, notre cher Adèle est un écrivain, il a accepté le poste de prof de lettres, il me semble. Il commence à donner des cours, mais pourtant il a toujours cette sensation de vide dans sa vie, il sait pas quoi faire. Et l'irréparable est presque commis. Sauf qu'une de ses collègues, une autre prof, va lui sauver la vie en extremis et va lui proposer de la rejoindre dans une sorte de mission, dans une sorte de, je sais pas, de projet qu'elle va entamer avec d'autres étudiants de cette école. Ils vont retaper un phare abandonné. Et Adèle, il s'est dit, bon, pourquoi pas, ça a l'air chouette, on va y aller. Sauf
que vous en doutez bien, il y a une douille. Les choses vont tourner très mal pour tous nos protagonistes qui vont retaper ce phare parce qu'il y a une entité qui a passé des âges et des époques, des hôtes en hôtes, qui va leur mener la vie dure à l'intérieur de ce phare. C'est un huis clos très captivant. Il y a peu d'espoir de s'en sortir et nos protagonistes sont vraiment fustigés par ces spectres, par cette aura surnaturelle qui se dégage à l'endroit où ils sont. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Qui sait? C'est très dur à anticiper. C'était addictif. J'ai adoré des A à Z. Et moi qui déteste les poupées creepy, il y a une scène dans ce bouquin. Ça m'a glacé le sang, j'ai eu des frissons. Peut-être que vous n'aurez pas la même sensation que moi. J'ai eu la chair des poules en lisant ces passages. Vraiment une très chouette découverte. Je vous recommande chaudement La Plume d'Arnaud Codeville, notamment La Tour de Sélénite. J'ai un projet de lire d'autres tomes, d'autres ouvrages de cet auteur. Pour l'instant, j'ai eu juste Parasite que je vous recommande chaudement. C'est parfait pour l'été surtout. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à son travail. N'hésitez pas à le soutenir. C'est important de soutenir nos auteurs qui sont en auto-édition, surtout quand ils font un travail magnifique. Si vous êtes fan d'horreur, n'hésitez pas, allez-y. Et on va passer maintenant au quatrième titre que je voulais vous recommander. C'est Lovecraft Country de Matt Ruff. C'est une épopée, c'est un roman captivant. Malgré ce que le titre pourrait sous-entendre, il y a un peu d'inspiration Lovecraftienne, mais à mon grand désarroi, il n'y a pas plus. Cependant, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très bien dosé, c'est magnifique, c'est super, je vous recommande. Franchement, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé également une petite partie de la saison qui a été adaptée. Il y a certains épisodes que j'ai aimé. Il y a certains épisodes où j'étais mais what the fuck, je comprends pas pourquoi ils ont adapté de cette manière. C'était vraiment comme une série B. Ça me faisait marrer, ça me faisait barrer et ils respectent pas totalement le roman. Le roman il est 10 000 fois mieux. Si vous avez déjà vu la série, attardez-vous sur le roman parce qu'il vaut vraiment le détour. Fin de parenthèse, on va retourner vraiment à l'œuvre originelle au format papier. Lovecraft Country, c'est un roman initiatique, c'est un roman assez dur à entamer parce qu'on se retrouve dans une Amérique racisée, dans une Amérique divisée où les blancs sont d'un côté et les noirs sont de l'autre. Nos protagonistes, c'est des personnages de couleur qui subissent le racisme ambiant, qui subissent la violence de tout ce contexte historique et ils ne sont pas épargnés. Atticus vient d'une famille dont les ancêtres de sa mère sont des personnages assez peu recommandables. Lors du moment présent, son père, il a été capturé par une secte et du coup, il va devoir prendre la route afin de le libérer et de découvrir un peu plus sur ses ancêtres. Disons-le comme ça. Lors de son aventure, il va être accompagné par son oncle George qui adore la science-fiction. Il est fan de Lovecraft et de tous ses auteurs dont l'imaginaire se rapproche de Lovecraft comme Blackwood. J'ai pas trop de références, je me rappelle pas trop, mais en tout cas vous aurez des références disséminées un peu partout dans le roman. Du coup vous pouvez prendre des notes, vous pouvez prendre des petites photos et chercher les titres ensuite. Et aussi notre Atticus, il va être accompagné par une amie d'enfance. Ils vont devoir traverser cette Amérique divisés et ils vont faire face, comme je vous disais, à la violence ambiante. Ils vont devoir faire face à tout ce qui se passe autour d'eux. Ils vont essayer de rester en vie parce que c'est difficile. Parfois, s'ils vont pas dans les bons endroits, ils risquent de se faire tuer. Et pas par des monstres sortis de l'imaginaire Lovecraftien, pas du tout, mais par des humains qui n'ont pas compris que cette terre, c'est un endroit de partage, c'est un endroit d'acceptation. Du coup, leur périple, il va être ponctué des aventures abracadabrantes. Et tout au long du récit, on va voir ce contexte social et sociétal d'une Amérique désunie. C'est vraiment chouette. En plus, chaque chapitre raconte l'histoire d'un autre personnage de la famille d'Atticus, de son environnement proche, de ses connaissances, etc., etc. Ce qui pourrait apporter une petite touche d'originalité. Ça va être selon vos préférences et vos affinités avec tel ou tel personnage, parce que moi, lors de ce roman, j'ai eu des chapitres préférés que j'ai adorés avec des personnages hauts en couleur et des chapitres que j'ai un peu moins
aimé, mais pourtant l'ensemble il est très bien maîtrisé. C'est pour ça que Lovecraft Country se retrouve aujourd'hui dans cette recommandation pour le printemps. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Et on va passer maintenant au dernier titre qui n'est autre que Bird Box de Josh Malerman. Décidément, dans cette recommandation de printemps, on a quelques patterns. Le surnaturel, les huis clos. Parce que Bird Box est parfois un huis clos. Sur certains passages, en tout cas. Dans ce monde post-apo, l'humanité est dévastée. En quelque sorte. Dans ce monde post-apo, l'humanité doit faire face à des créatures surnaturelles. Dès que tu mets un pas dehors et que tu tiens les yeux ouverts, eh bien, ton destin est scellé. On ne sait pas exactement d'où ces créatures sont venues. Ce qui est un des mes regrets dans ce roman, peut-être c'est mieux expliqué dans la suite, qui s'appelle Mallory et dont j'ai pas eu encore l'occasion de lire. À voir. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous l'avez déjà lu et si c'est mieux expliqué. Je sais pas. Mais en tout cas, on a ces créatures, ces êtres un peu extraterrestres. C'est à votre interprétation. On sait pas d'où ces créatures sont sorties, mais en tout cas, un truc c'est sûr, dès que tu les vois, ton sort est scellé. Dans ce monde, on suit Mallory, une jeune femme qui va se battre pour sa survie. Au tout début de l'histoire, elle est enceinte et à vrai dire, au tout début, elle voulait pas de son enfant. Avant que toutes ces tragédies, tout ce contexte bizarre englobe l'humanité, elle voulait pas de son enfant. Elle envisageait même de le faire avorter, mais le contexte a fait qu'elle a dû le garder. Du coup, son enfant s'appelle Garçon. Il n'a pas vraiment de nom. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit un peu ce qui s'est passé. On voit un peu comment Mallory s'est retrouvée là où elle est avec son enfant. Je vous dis pas plus parce que vous allez comprendre en lisant. Et elle doit survivre. Elle doit faire face aux imprévus. Et la cachette d'aujourd'hui, peut-être elle ne sera plus viable. On a des sauts entre le passé et le présent, ce qui m'a perturbée, à vrai dire. Parce que moi, j'avais commencé par le film, que je trouvais très bien. En fait, c'est lui qui m'a donné envie de connaître l'histoire de Josh Malerman, l'histoire originelle. Et dans le film, on a une histoire linéaire. En fait, le fil du temps est linéaire. On a le début, disons, de cette pandémie, apocalypse, comme vous voulez, et la fin. Dans le roman, non. On n'est pas dans une narration linéaire. On a des sauts entre le présent et le passé et il faut rester concentré parce que sinon vous allez un peu être perdu. En tout cas, si vous n'êtes pas 100% concentré, ne le lisez pas tout de suite. En tout cas, c'est une histoire captivante. On est dans ces huis clos où il y a la menace perpétuelle, où il y a une menace qui est là, présente, qui contraint nos héros, Mallory et le reste du monde à se cacher et à innover pour survivre. C'est étonnant, c'est captivant, c'est un roman que je vous recommande chaudement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon top 5 des recommandations d'horreur pour printemps. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous a plu, qui vous a intrigué. N'hésitez pas à me donner votre top pour printemps ou des recommandations de romans que vous adorez, de romans qui vous ont captivé. N'hésitez pas, moi je prends des notes chaque fois afin de découvrir des nouvelles pépites. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.